Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez tout dit, en fait. Alors, on va développer tous ces aspects qui ont été abordés là. Donc, moi, je suis Patrice Eco, ingénieure développement donc, au sein de l'IFCE. Je suis en charge de la thématique médiation IKIN. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le 18e congrès de la Fédération ITI avec Vera Lantelme, qu'on a le plaisir d'accueillir. Vera, si vous voulez bien venir à côté de moi. Donc, Vera est présidente d'ITI et elle va vous présenter ce qu'est la fédération. Moi, je vous ferai un petit retour sur ce 18e congrès. Et Nicolas Aymon, à la suite, donc, abordera le sujet de la médiation à l'international. Excusez-moi, je suis toujours en train de jongler entre lunettes, pas lunettes. Voilà. Donc, Vera. Vous pouvez commencer. Ouais. Bonjour, hello. I can understand French, but I prefer speak English, and I will ask Patrice to translate for me. Thank you very much for inviting me, and we have only a few minutes, so I will be very fast with my introduction. And presentation, please look at the slides. I prepared them in English and in French. Et donc, Vera comprend bien le français, mais n'est pas très à l'aise pour parler le français, comme moi je ne suis pas très à l'aise pour parler l'anglais. Mais donc, on se comprend, et donc je vais traduire si vous avez besoin. Vous avez pas pris mon sens. Ah, pardon. So HETI is an international association, umbrella association, governing all practitioners and organizations in the world, and in more than 45 countries. Okay. Enfin, la traduction est sur la diapo, hein. Oui, je ne peux peut-être pas forcément répéter. And it was established in 1974 in Paris, in France. And this is great pleasure for me because it's my first presidential activity. After 50 years, I'm back in France. Ah, sorry, I mix it like that. So the history is, as we said, in 1974, Nicolas Aymon will speak about it more. And then I would like to tell you about executive committee members. We are 9 people from 9 countries. Then we have Irish executive director, and we have 1 de jure member, Belgian, because HETI sits in Belgium. Oui. Donc, je vais vous faire une petite précision par rapport au terme de déjuré que moi, naïvement, je ne connaissais pas. Donc, la Belgique est membre de droit parce que ITI est basé en Belgique. Et donc, c'est un membre à vie. Donc, la Belgique est très importante. So, we are really 11 nations. We are speaking 12 languages. And the second common language in our group is French. Donc le langage commun, le français? We are 11 nations speaking 12 languages, but the second common language in our group, a part of English, is French. D'accord, donc il parle anglais et aussi le français, donc parmi les 11 membres de ce comité exécutif. So I will be very happy to meet you in the couloir and on peut parler français. Donc ce sera l'occasion de parler français, cet Ekimeeting. Yeah. So we do a lot of activities, and our activities are focused on the members. They will feel supported. Okay, they will feel supported, and we will be useful for them to connect. So we do a lot of task forces that not only board people can participate, like Nicolas Aymon, he is part of the terminology task force. And, oui, donc il y a des groupes de travail, hein, on va dire, et avec donc différents professionnels qui participent, donc des professionnels de tous les pays qui participent à ces groupes de travail, et Nicolas Aymon en particulier travaille sur la terminologie. And also one of the important part is that we published for 30 years one of the oldest international research and practice journal. That you can see one of the hard copy on the board with SIPME. And then you can also order the journal online, or you can see the articles
online. Petite question, Vera. Pour avoir accès à toutes ces informations qui sont très très riches, il faut être adhérent à ITI? Oui. D'accord. Or you can buy it. If you are not member, you can buy D'accord. it. D'accord. If you are a member, it's free. And then is the last slide about the membership. So not only association, but also individuals. And there are a lot of benefits, like we do educational webinars with very interesting speakers. And don't be afraid of English, because now the technology allows simultaneous translation in your language, or during the recordings, you can choose your language, French. So there are other benefits, and the main is to connect, to share, and to improve our practice. Merci beaucoup. Et moi, c'est vrai que j'ai découvert un petit peu, je vous avouerai, ITI en préparant mon intervention, et je suis pas sûre que qu'ITI soit très très connu en France, en tout cas. Donc c'est l'occasion, et on est très heureux de vous recevoir ici. Yes, and I would like to say one personal stuff, that I'm also a physiotherapist practicing hippotherapy and teaching for more than 25 years. And maintenant, j'habite à Lyon, so je cherchais quelqu'un qui practice à Vienne ou à Lyon. Merci. Merci beaucoup, Vera. Et je suis sûre que nous allons avoir des collaborations dans le futur. Donc, pendant ce congrès, excusez-moi, pendant ce congrès ITI, donc ce congrès s'est déroulé à Budapest. Cette édition-là, donc c'est un congrès tous les 3 ans. Donc à Budapest cette année, c'était le 18e congrès de la fédération. Et je vais revenir sur quelques interventions. Donc j'ai choisi 7 sujets un peu différents là que je vais vous présenter. Pour vous montrer justement la diversité des sujets abordés au sein de la fédération. Donc il y a eu ces temps-ci, il y avait un programme Erasmus sur la médiation équine, avec plusieurs centres de formation qui se sont impliqués, qui ont partagé leur façon de faire. Et donc Anna Paschinelli, donc italienne, avec d'autres collègues européennes, ont comparé les programmes d'enseignement en médiation équine pour comprendre le contenu principal de chaque programme et leur orientation. Elles ont élaboré une matrice, un petit système avec des notes, un petit système, sûrement un gros système d'ailleurs, avec des notes pour évaluer les enseignements de chaque partenaire à partir de 5 thèmes principaux et ensuite des disciplines développées à l'intérieur de chaque thème. L'analyse des résultats met en évidence que le type de programme de chaque centre de formation et ses orientations principales, par exemple, les aspects éducatifs et sociaux sont peu abordés généralement dans les différents centres de formation de la médiation équine, sauf en Irlande, chez Festina Lante. Et on peut aussi, une autre chose qui se dégage, c'est qu'en Pologne, la réadaptation ou la rééducation sont particulièrement développées dans la formation, avec une attention particulière au bien-être des chevaux utilisés en médiation. Alors, toujours dans le même projet de recherche Erasmus, financement Erasmus, Gisela Emsatrode et ses collègues ont ont conçu une infographie. Il faut un peu se plonger dedans, justement, sur cet outil-là, pour essayer de visualiser, d'illustrer les différents champs de la médiation équine. Et dans l'objectif de mettre en évidence, mettre en avant les meilleures pratiques que les uns et les autres font. Et ils ont fait cette infographie, et autour de 4 thèmes, médecine, psychologie, éducation, sport, donc 4 grands domaines, avec le cheval évidemment au milieu. Et après, ça se décline pour chaque domaine sur les qualifications professionnelles, sur les types de bénéficiaires, sur les activités, les chevaux utilisés. Alors ça, cette infographie toute seule, c'est assez difficile d'en faire quelque chose. Donc, par contre, c'est un outil, un support de discussion pour discuter en groupe et faire découvrir les spécificités de chaque métier de la médiation équine, et c'est enrichi avec des exemples concrets. La recherche a été beaucoup mise en avant lors de ce congrès.
Et parce que tout le monde est convaincu qu'il faut... si là, tous les professionnels dans la salle sont persuadés que leur rôle est utile et ils voient les progrès que font les bénéficiaires qui les accompagnent tous les jours, il faut convaincre les financeurs, les publics, et donc on est souvent obligé d'apporter des preuves, d'objectiver les apports de la médiation équine. Et donc dans ce congrès, il y avait une part belle à des études scientifiques. Donc par exemple, Alessia Caruso et ses collaborateurs ont voulu identifier les effets potentiels de la thérapie assistée par le cheval. Donc voilà, c'est le terme que j'ai traduit. C'est vrai qu'en France, il y a tellement de termes différents que dans le cadre de ce congrès, je me suis contentée de traduire l'anglais. Donc sur la régulation comportementale et émotionnelle, la communication, les compétences sociales et motrices chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Donc elle a suivi 15 enfants âgés de 6 à 13 ans qui ont donc participé à 40 séances d'équitation, de thérapie assistée par le cheval. Et les enfants ont été évalués, enfin il y a une évaluation de fait avant et après, à l'aide de questionnaires sur les troubles émotionnels et ou comportementaux, sur les compétences sociales. Il y a également eu des tests d'évaluation du mouvement chez l'enfant, avec un test qui est reconnu, apparemment couramment utilisé aussi en France et utilisé partout dans le monde, que les psychomotriciens doivent connaître, c'est le MABC. Donc ils ont mis en évidence une amélioration, donc c'est statistiquement significative, de tous les scores des échelles de comportement adaptatif de Vinland, et également un effet significatif sur la contagion émotionnelle. Les auteurs ont également noté une amélioration de la cognition sociale, de la communication sociale, une diminution aussi des comportements d'agressivité, et les scores du fameux test MABC s'amélioraient aussi pour les items viser, saisir, être en équilibre. Là, Gabriella Bozzori et Dorothea Agoston ont fait une étude tout à fait différente. Là, on avait un groupe témoin dans cette étude-là, parce que c'est toujours la difficulté, vous le savez, des études en recherche clinique, de constituer des groupes témoins. Et là, cette étude-là donc, était sur l'amélioration de la marche, et donc utiliser un tapis de détection de pression pour évaluer l'effet de séances de thérapie assistée par le cheval sur la marche d'enfants et dans des troubles du traitement sensoriel. Il y avait un groupe de 25 enfants de 6 ans de moyenne d'âge, comparé à un groupe de 18 enfants du même âge, qui était le groupe témoin donc. C'était des séances hebdomadaires qui duraient 30 minutes, séances individuelles, et pendant 20 semaines. Avant les séances, il y avait des différences significatives entre les deux groupes pour 13 paramètres enregistrés par ce tapis de pression. Et après les 20 séances, il n'y avait des différences significatives entre les deux groupes que pour 3 paramètres. Donc les auteurs concluent que la thérapie assistée par le cheval a un effet bénéfique sur la marche des enfants ayant des troubles du traitement sensoriel et que c'est bien une thérapie complémentaire efficace. Le sujet, autrement, de la relation homme-cheval a été aussi bien abordé. Il y avait 14 interventions sur ce thème-là, des interventions aussi là très très variées. Silas Lima, par exemple, lui a enquêté donc au Brésil sur la préparation de chevaux intervenant dans les séances de médiation équine. Il a envoyé un questionnaire à 314 structures répertoriées par l'Association nationale d'équithérapie. Il a eu 127 réponses. Et sur ces réponses, donc 54,3% des centres faisant de l'équithérapie disaient que tous leurs chevaux avaient commencé leur carrière dans une autre discipline, donc c'était des chevaux d'une certaine façon réformés, c'était une deuxième carrière. Par contre, 13,4%, donc seulement 13,4%, ont tous leurs chevaux élevés et dressés pour faire de la médiation équine. 29,3% ne font pas de séances de travail en dehors des séances de médiation équine et 32,3% ont une séance par semaine. Et 41% emploient leurs chevaux 4 à 5 fois par semaine et 30,7% 3 fois par semaine. Et à peu près la moitié des centres disent connaître le conditionnement opérant,
Mais il y avait des questions ouvertes également, et apparemment dans les retours, les gens ne semblaient pas forcément très bien maîtriser le sujet quand même. Ils ont peut-être entendu parler du nom, mais pas sûr qu'ils l'appliquent vraiment dans leur structure. Donc, il y a, voilà, au moins au Brésil, il y a des efforts à faire peut-être pour le bien-être du cheval de médiation. Alors là, c'est un sujet tout à fait différent avec Renate Demel. Elle avait pour objectif d'apprendre aux chevaux de médiation équine à s'exprimer, à dire s'ils étaient d'accord ou s'ils ne voulaient plus, s'ils voulaient arrêter là, en utilisant leur expiration audible. Donc vous voyez, c'est le souffle qu'on entend du cheval. Donc ça semble un peu, excusez-moi, un peu perché comme ça au début. Mais elle avait illustré son intervention avec des vidéos, et moi personnellement j'ai trouvé ça super intéressant. Donc elle a entraîné 20 chevaux éponnés âgés de 5 à 30 ans sur une période de 6 mois avec cette technique là qu'elle a mis au point, basée sur le souffle et sur les techniques de respiration et de relaxation humaine. Et elle dit qu'après un temps très court, tous les chevaux ont utilisé leur expiration audible pour dire non. Et l'humain en face a su très vite s'ajuster et lui faire comprendre qu'il avait compris qu'il arrêtait là. Et après 6 mois, le nombre d'expirations audibles est plus important qu'au début du protocole. Et ça, il n'y a aucun effet âge et pas d'effet non plus du nombre d'années de médiation équine. Et encore une thématique tout à fait différente. Anne Hemingway, elle a voulu visualiser au niveau du cerveau ce qui se passait lors d'une séance de médiation équine en faisant des encéphalogrammes et avec un objectif de créer une réalité virtuelle, peut-être, dans un objectif un peu lointain, dans le cadre d'un nouveau programme de formation à distance. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment remplacer la relation ? Donc, elle a réalisé des encéphalogrammes sur 5 étudiants en formation de médiation équine et sur 5 intervenants expérimentés, des intervenants de médiation équine expérimentés. Et au niveau des lobes temporaux, si j'ai bien compris, avec l'oscillation des gammas à ce niveau-là, l'oscillation des gammas est beaucoup plus importante chez les débutants que chez les expérimentés. Et avec de l'expérience, la différence d'activité cérébrale diminue. Donc l'interprétation, c'est qu'au début, les gens, quand ils découvrent la médiation équine, ils ont une excitation émotionnelle importante, et cette excitation diminue après dans le temps. Donc en conclusion, ITI est une organisation à but non lucratif, fédérant des organisations et des professionnels de la médiation équine de 45 pays différents. Elle organise tous les 3 ans un congrès qui fait référence dans le monde de la médiation équine. Et ce 18e congrès qui s'est déroulé à Budapest du 18 au 22 juin 2024 a mis l'accent cette année sur l'harmonisation de pratiques, la recherche et la santé des chevaux. Alors, ça devrait se lancer. Donc, comme le thème de ce congrès est la parentalité, j'ai choisi de vous parler du paysage international de la médiation équine pour vous faire entendre déjà le grand mot qui n'est pas forcément extrêmement connu ici en France, c'est que la médiation équine, en fait, loin d'être une exception française, on trouve des institutions nationales actives et variées dans la plupart des pays développés. Pour autant, les dynamiques, elles peuvent varier suivant notamment les régions et les continents. En Europe, notamment, le paysage est structuré par beaucoup d'institutions, des institutions nationales qui sont plutôt de taille intermédiaire, de taille moyenne, extrêmement variées. Certaines de ces institutions ont déjà plus de 60 ans. Ce sont des institutions qui se renouvellent également très régulièrement. Donc en Europe, on a vraiment un dynamisme très marqué, beaucoup d'associations, des fédérations, des syndicats, des fondations. Du côté de l'Amérique du Nord, le paysage est davantage structuré par un plus petit nombre de réseaux. En revanche, ce sont des réseaux beaucoup plus étendus, beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches également. On peut citer par exemple PASS, IGALA ou l'Association américaine d'hypothérapie. En Amérique du Sud, mais c'est aussi le cas en Australie et en Nouvelle-Zélande, les pratiques sont structurées de longue date, plutôt sur des modèles européens et par des fédérations nationales qui tendent à être plutôt unitaires.
L'Asie-Pacifique est sans aucun doute la région émergente et la région qui connaît la dynamique aujourd'hui la plus forte, avec une croissance récente, rapide et significative des activités et des fédérations, en particulier dans l'Asie du Sud-Est. Et enfin, le continent pauvre, l'Afrique, connaît hélas un retard important, à l'exception de l'Afrique du Sud et quelques initiatives relativement localisées. Les pratiques et praticiens sont encore que très peu organisés et fédérés sur ce continent-là. Alors on trouve des actions et des réseaux internationaux, car malgré les dynamiques nationales et régionales, les institutions de médiation équine à vocation internationale restent relativement rares. Pour autant, il y a des initiatives qui cherchent à mettre en rapport des projets ou des sujets entre plusieurs pays. Je vous en cite quelques-uns. On a par exemple, pour ce qui concerne la France, notamment le GETAC, qui est le groupe international d'études en thérapie avec le cheval, qui regroupe plusieurs organismes de formation, notamment francophones. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous avez également des confrères en Pologne et en Italie maintenant. Vous aviez. Bon, donc c'est de nouveau francophone. On verra, voilà. Donc il y a le GETAC, qui est un groupe par contre entre organismes de formation et un groupe fermé, un groupe de travail. Il y a l'Equine Assisted Therapy Network, qui rassemble des praticiens dans toute l'Europe, mais exclusivement dans le champ de la thérapie. On a la fondation Horses and Human Research Foundation, qui est une fondation qui promeut la recherche et qui, elle, regroupe des chercheurs pour partager des travaux et faciliter ces travaux-là. Et on peut également citer des structures nationales qui étendent leurs activités à l'international. Je vous ai donné deux exemples que sont IGALA et PASS, qui sont des structures américaines, mais qui ont également des activités notamment de formation et de mentorat, essentiellement en anglais, mais dans d'autres pays. Et de fait, quand on recherche des fédérations internationales, du coup des structures qui ont plutôt pour vocation de rassembler des praticiens, de les représenter, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et on peut en citer finalement que deux, je pense, qui pourraient concerner la médiation équine. On a l'IAHIO, qui regroupe, elle, uniquement des organisations nationales. Donc, pour y adhérer, en fait, il faut déjà être une fédération nationale. Et l'IAHIO concerne toutes les activités de médiation animale. Donc, ce n'est pas réservé aux chevaux et aux ânes. Et enfin, la deuxième organisation internationale qui existe en termes de fédération, c'est l'AIT, Horses in Education and Therapy International, qui, elle, regroupe à la fois des praticiens individuels, des associations nationales, mais également des organismes qui peuvent être des organismes de pratique, des centres de pratique de médiation, des organismes de formation, et qui est spécifique à la médiation équine dans toutes ses activités, du sport, loisirs, éducation, thérapie, et dans le monde entier. Pour la petite histoire, donc sachez que l'AIT a été créé à l'initiative d'un Français, Hubert Lallery, en 1974, parce qu'il avait pris le pari de créer un congrès qui ferait participer des gens du monde entier. Ce congrès a eu lieu en 1974 à Paris et le succès a été au rendez-vous, si bien que ce congrès s'est structuré en une organisation qui s'appelait à l'époque la FRDI, qui est devenu AIT en 2015. Et le pari de reconduire ce congrès a été tenu, puisque depuis 1974, tous les 3 ans, un pays différent organise ce congrès. Et donc le congrès dont Patrice nous parlait était le 18e qui s'est tenu à Budapest en juin dernier. Alors l'international, pourquoi faire ? Il y a plusieurs sujets qui sont structurants et qui nous aident aussi au niveau national, mais aussi où nos expériences nationales sont profitables à des confrères d'autres pays. Je vous en cite quelques-uns. Le premier, c'est un qui me tient à cœur, c'est la terminologie. Mieux comprendre comment d'autres pays structurent et nomment leurs pratiques de médiation équine, c'est une aide essentielle pour nous permettre de mieux percevoir, mieux catégoriser, mieux représenter nos propres praticiens en France. Et aujourd'hui, grâce à ces groupes de travail internationaux, on commence à mettre en place des systèmes de nomenclature, de classification, de désignation qui sont internationaux, culturellement neutres et qui sont plus précis et informatifs. Pour vous donner un exemple très bref, aujourd'hui avec AIT, on commence à développer une matrice sur 9 axes pour désigner les pratiques. Vous comprenez qu'il y a une très très large diversité et que c'est loin d'être simple il ne s'agit pas simplement de choisir des mots qui mettent tout le monde d'accord. Autre sujet qui va devenir brûlant et stratégique, c'est l'acceptabilité sociale des pratiques, notamment en raison des préoccupations sociétales sur les questions de respect animal. Quelle image de la médiation équine les publics en ont ?
Dans quelle mesure la médiation équine, faire travailler des chevaux dans notre intérêt, c'est acceptable et accepté par le grand public? Se poser cette question, et notamment parce que dans certaines régions du monde, elle se pose avant d'autres, ça va être un sujet vraiment important pour nous permettre de prendre les mesures qui vont nous aider à limiter les objections du public face à l'utilisation de chevaux et qui pourraient venir limiter nos pratiques à l'avenir. Et on peut, je pense, se souvenir facilement des conséquences des événements autour du pentathlon au JO de Tokyo. On veut a priori pas que ça arrive dans le paysage de la médiation équine. Dans la question de l'acceptabilité sociale des pratiques, également la question de l'acceptabilité du financement de la médiation équine. Et en particulier, dans certaines régions du monde, se posent les questions de savoir si les structures qui acceptent le financement du monde des courses ou du monde de l'industrie pharmaceutique, finalement, participent pas à un certain blue-washing ou green-washing qui, finalement, nuit à la crédibilité de ceux qui reçoivent ces financements-là. Et enfin, grand sujet qui nous rassemble à l'international, c'est le partage des connaissances scientifiques. Patrice vous a parlé de l'exemple des congrès internationaux qui sont vraiment des bouillons d'idées, de rencontres et d'émergence d'idées. Mais il y a également l'initiative notamment de l'AIT Journal, qui est la seule revue scientifique spécialisée en médiation équine, à comité de lecture. Donc, mesdames, messieurs les chercheurs, si vous avez besoin de publier des articles, tournez-vous vers l'AIT Journal, qui existe depuis 30 ans et qui permet de diffuser ces connaissances, notamment à tous les praticiens du monde. Et ces actions de diffusion et de partage d'expériences et de connaissances sont des supports extraordinairement précieux pour nous au niveau national, notamment pour étayer nos démarches de reconnaissance auprès des administrations. Quand vous savez que dans tel pays, l'hypothérapie permet, dans tel contexte, éventuellement de favoriser des remboursements ou des financements, quand nous, on va voir les ARS ou quand on va voir les MDPH, c'est quand même extraordinairement plus facile d'étayer nos demandes. Voilà, il y aura encore 1000 sujets à aborder, comme les questions de formation, de supervision, certification des praticiens, d'échanges universitaires, de rapport entre la clinique et la recherche, ou encore d'évolution des cadres réglementaires ou des cadres déontologiques. J'espère en tout cas, dans ce peu de temps, vous avoir convaincu que nous avons besoin de force et d'expérience venant d'autres pays, non pas pour que les pratiques s'harmonisent et que les différences culturelles disparaissent, mais pour que les meilleures pratiques, les meilleures expériences, les choses les plus intéressantes qui ont pu être développées quelque part dans le monde puissent profiter à tous et favoriser nos développements nationaux. Et je vous remercie pour votre attention.